Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Je voulais débuter cette émission en citant le nom de quelques-unes des plus grandes championnes africaines et en cherchant un peu, je me suis très vite rendu compte qu'il y en a tellement que prendre le parti pris d'en nommer 4 ou 5 était injuste vis-à-vis des autres. Injuste parce que la championne africaine n'est pas qu'une athlète qui, comme son homologue masculin, n'a qu'à se soucier de ses performances, de ses entraînements et de sa carrière. Non. Bien au contraire, la championne africaine est bien plus que cela. Avant de devenir des championnes, elles sont avant tout des femmes qui ont dû se battre contre des sociétés la plupart du temps patriarcales, contre les traditions qui les envoient soit à la cuisine, soit au chevet des enfants, la plupart du temps aux deux. Elles doivent se battre contre les religions qui voient souvent d'un mauvais œil la femme en short se dépasser physiquement. Vous l'aurez compris, avant d'être une championne, la femme africaine est une combattante pour la liberté de ses choix. Et dans ce combat, elle a choisi comme allié incontournable le sport. Alors, choix judicieux, choix malheureux, choix dangereux. Quelqu'un a dit que le seul mauvais choix est l'absence de choix. En tout cas, nous, on a fait le choix d'en parler. Maintenant. Sport, allié incontournable de la femme. Eh bien écoutez, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois Mélissa Diawakana. Bonjour Mélissa. Bonjour. Mélissa, vous êtes basketteuse professionnelle, meneuse de jeu. Vous jouez au Castor Brains en Belgique, c'est ça? C'est ça. Et j'ai également la chance de recevoir, alors là pour le coup pas pour la première fois mais pour la énième fois, notre ami Jean-Baptiste Guégan. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Jean-Baptiste, je le rappelle, vous êtes géopoliticien du sport, vous avez écrit un livre qui est Géopolitique du sport. Une autre explication du monde. Une autre explication du monde. D'ailleurs, Jean-Baptiste, la première question est pour vous. On en est où un petit peu là des politiques pour le développement du sport féminin en Afrique? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a des évolutions? Comment ça se passe? Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà le sport en Afrique prend une ampleur qu'il n'avait pas il y a encore quelques décennies. Il est en pleine croissance. Les 20 dernières années? Ouais, en gros, c'est les 20 dernières années. Ce qu'on voit, c'est que le développement du sport accompagne finalement le développement du continent. Et donc, on a une progression finalement à la fois du nombre de pratiquants, du nombre d'athlètes représentés, et surtout des performances. Et dans cette dynamique générale, les femmes tirent leur épingle du jeu, s'en sortent. Il y a une statistique qui est sortie il y a pas longtemps, il y a plus d'équipes féminines de football en Afrique qu'en Europe. Alors effectivement, il y a plus de population en Afrique, mais la dynamique est bonne. On voit aujourd'hui des femmes qui s'emparent justement du sport pour s'imposer, proposer une autre version de la modernité africaine, et c'est la meilleure chose qui puisse arriver au continent. Mélissa, vous en pensez quoi, vous en tant que jeune femme africaine? Vous voyez aussi les choses qui bougent un petit peu, vous le ressentez? Il y a un réel changement. Il y a un réel changement dans l'application du sport en Afrique. C'est vrai, on voit ça bouge pas mal. On voit même le président de la République maintenant en train d'investir aussi dans certains pays. Il y a des volontés politiques. Il y a des volontés politiques, donc je pense que le sport, c'est vraiment... ça fait partie aussi de l'économie, ça fait augmenter l'économie, donc je pense que l'Afrique c'est un peu lent, mais en tout cas il y a un mouvement, il y a un réel mouvement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, on va continuer. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder le sujet de Azine Yayaoui qui revient un petit peu qui confirme un petit peu ce que vous êtes en train de dire. On regarde. Porte-étendard de la jante féminine à travers leur continent, mais aussi dans le reste du monde, les championnes de la planète sport originaires d'Afrique représentent un enjeu bien plus important qu'il n'y paraît pour les femmes du continent à l'échelle mondiale. Depuis très longtemps considérées comme inférieures à leurs homologues masculins, les femmes ont toujours dû lutter pour obtenir l'égalité, et ce, peu importe la zone du monde où elles vivent. Une lutte de tous les fronts qui s'est opérée en partie par le sport et dont les efforts ont contribué à la réduction des inégalités entre les sexes en Occident. Un travail que les icônes du sport féminin africain doivent désormais effectuer à leur tour. Et à la vue de la situation actuelle, il est tout à fait légitime de s'inquiéter quant à l'importance accordée par les instances sportives africaines et leurs dirigeants aux sections féminines des clubs. Parmi ces motifs d'inquiétude, peu de moyens, des stades quasi vides et au sein desquels les femmes passent après les hommes, l'absence récurrente de sponsoring qui freine l'expansion du sport féminin, ou encore le manque d'intérêt cruel de la part des annonceurs toujours réticents à mettre en avant les compétitions féminines.
Un ensemble de facteurs qui expliquent en partie le manque de visibilité dont souffre le sport féminin africain et les faibles rentrées d'argent que les athlètes féminines du continent génèrent en opposition à leurs homologues masculins, mais en partie seulement. Autre raison de ces difficultés rencontrées, l'acceptation de leur pratique du sport de haut niveau en dépit de leur sexe. Très souvent perçues dans l'opinion publique continentale comme inférieures et soumises à leurs homologues masculins, devenir une sportive professionnelle n'est pas toujours une mince affaire pour ces membres de la gente féminine africaine. Bien évidemment attendues sur le plan sportif, ces stars des terrains de sport sont également scrutées sur tous les fronts puisqu'elles doivent aussi jongler avec leur vie de femme, de mère et de citoyenne au quotidien. Athlètes de haut niveau donc, ces championnes ne semblent plus aujourd'hui n'être que de simples sportives, mais plutôt des modèles à suivre pour leurs semblables, vis-à-vis desquelles elles ont une mission d'exemplarité et dont elles portent les causes pour les années à venir. Jean-Baptiste, en fait, j'ai dit une bêtise, je disais que le sujet allait confirmer ce que vous disiez, mais en fait, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. On a l'impression qu'il y a deux... Enfin, il y a une... Ce qu'on essaie de représenter mondialement et qu'on compare aux autres, et effectivement, là, il y a des différences énormes, ne serait-ce qu'économiques et autres. Et après, il y a ce que disait Mélissa, une volonté intrinsèque dans les pays, avec des volontés privées, des volontés individuelles. C'est ça, c'est-à-dire que la plus grosse erreur, c'est de comparer. Alors, comparé à des vertus, mais c'est vrai que si on se place déjà à l'échelle d'un continent qui connaît la deuxième plus forte croissance économique avec l'Asie, il y a beaucoup de choses qui sont à relativiser. C'est-à-dire que la situation en Ouganda est très différente de celle qu'on va trouver par exemple au Maghreb ou en Afrique du Sud. Par contre, ce qu'on constate, c'est un mouvement à l'échelle de tout le continent. Il ne se marque pas de la même manière partout. Il n'est pas comparable à ce qu'on a par exemple en Amérique du Sud, aux États-Unis ou en Europe, parce que les moyens sont différents, parce que les cultures sportives ne sont pas aussi institutionnalisées. L'un des problèmes de l'Afrique, c'est ces structures de gouvernance, c'est le politique, parce que la demande de sport, elle est là, l'envie de sport est là. Il y a une pratique qui est absolument incroyable. Il faut voir le nombre de personnes jouant au football par exemple, ou finalement toutes celles qui sont en train de pratiquer le basket. Quand Barack Obama s'engage à côté de NBA Africa pour aller développer le basket justement en Afrique, il ne le fait pas par hasard. Il le fait aussi parce qu'il y a finalement le marché de demain. Après, c'est comme tout. Il y a une marge de progression encore importante. En fait, ça confirme pour le coup ce que disait Mélissa tout à l'heure. Vous preniez juste l'exemple d'un président qui avait une vraie volonté politique. Ça va passer, à votre avis, par essentiellement que des volontés politiques. S'il y a que ça, comme vous disiez tout à l'heure, ça peut rapporter économiquement, donc on va faire un effort, c'est-à-dire que... Je pense qu'il y a un réel intérêt derrière. À chaque fois qu'il y a un acte politique de ce genre-là, il y a un acte derrière. C'est pas fait pour hasard parce que c'est ce que je dis, il l'a fait avec le Libéria. Mais l'Afrique, c'est 54 pays et ils sont tous dans des difficultés qu'on connaît très bien. Et donc c'est ce que j'entends. Je pense que c'est vraiment politique, on amène quelque chose derrière parce qu'il y aura un retour quelque part. Mais c'est vraiment triste parce que en fait il y a beaucoup. L'Afrique, c'est une pénurie de talents. Il y a tellement de talents qui en ressortent et malheureusement c'est là où ça en ressort le plus et c'est là où il y a le moins de moyens et de possibilités. Alors, pour parler concrètement et revenir sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le développement du sport féminin en Afrique. Quand on est une jeune fille et qu'on habite à Kinshasa, qu'on habite à Yaoundé, à Abidjan, est-ce qu'il est facile de s'inscrire dans un club de sport ? Non. Est-ce qu'on peut, comme une jeune fille de 13 ans, papa, maman, je veux faire du judo, je veux m'inscrire, je vais aller faire du foot Alors aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, même quand je dis l'Afrique vraiment différenciée, parce qu'il y a différentes, il y a l'Afrique du Nord, il y a l'Afrique centrale, il y a l'Afrique du Sud. Et on en viendra peut-être à là, mais il y a la culture, il y a toutes ces choses où une femme va peut-être moins dire... maman, je vais aller faire du sport ou je veux aller... Est-ce que même elle peut y penser, y réfléchir ou elle n'est pas tellement éduquée autrement que l'idée ne lui vient même pas à l'esprit ? Les temps changent. Aujourd'hui, on voit vraiment que les temps changent, qu'il y a beaucoup plus de connaissances, il y a beaucoup plus d'informations qui arrivent à passer d'un endroit à un autre. Donc en Afrique, on arrive à... C'est ça, il y a des exemples. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus et on le voit beaucoup plus. Une chose qui était compliquée avant de pouvoir qu'une femme puisse dire ou une jeune fille puisse dire « Maman, je veux aller faire du sport, je veux aller courir ». Parce que chose pour nous, aujourd'hui, moi je le vis avec la mentalité de mes parents. Ils pensent que faire du sport, c'est perdre son temps, c'est tourner en rond et qu'est-ce que je fais ? Mais il y a un réel changement. Les temps sont en train de changer, les femmes elles ont beaucoup plus accès au sport. Après, c'est juste où est-ce qu'elle va aller pour s'inscrire au sport. C'est la question que je vous pose, elle va où ? Et c'est là le grand problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose.
Jean-Baptiste, est-ce que c'est... On parlait des exemples, alors je ne veux pas vous demander peut-être que vous savez... Où aller s'inscrire, non, je ne peux pas pouvoir répondre. Vous savez plein de choses, mais ça... est-ce que, justement, quand on parlait des exemples, au-delà du fait de l'image, c'est-à-dire, c'est une championne, on est fiers d'elle, est-ce que ça ne fait pas changer... Est-ce que pour les parents, une adolescente, une jeune fille qui veut faire du sport, ils sont contre, mais à partir du moment où ça devient une championne, qu'elle gagne des titres, que le nom est porté haut avec fierté, d'un seul coup on passe dans autre chose. Et que d'avoir des exemples et de se dire potentiellement mon enfant pourrait porter mon nom de famille sur une Olympiade, sur la plus haute marche du podium, est-ce que ces exemples-là peuvent faire bouger les mentalités? Alors c'est ce qu'on appelle... Pas sur les jeunes filles, mais sur ceux qui ont plus de mal à bouger la mentalité. C'est les deux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des femmes qui sont mises en avant, elles servent de rôle modèle, pour reprendre un terme anglais, et finalement elles vont servir d'inspiration, et en servant d'inspiration, elles bougent les lignes, elles contribuent à changer les mentalités. On va avoir en France la Coupe du Monde féminine de football, et on ne parle pas de football féminin, on parle de foot. Et donc ces jeunes femmes qui vont jouer viennent de partout et elles vont montrer une autre image du football. Et ça va changer une partie de la représentation. Et si la France gagne, on aura un mouvement dans notre pays. L'Afrique connaît la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des championnes qui performent et qui gagnent, et aujourd'hui l'Afrique détient la majeure partie des records mondiaux, notamment sur le fond et le demi-fond, à partir du moment où vous avez ces femmes qui s'imposent, elles bougent les lignes chez elles. Et comme elles sont amenées à voyager, à se déplacer, à connaître d'autres cultures, elles reviennent avec cet héritage en plus. Et elles contribuent peut-être pas à faire changer leur famille, mais leurs entourages, leurs descendants. Et donc elles ont un impact positif sur les sociétés. Et c'est ça qui compte vraiment. C'est que le sport est un facteur de développement, c'est aussi un révélateur du développement des pays. Mais plus encore, c'est la place de la femme dans ces pays-là qui montre à quel point un pays est avancé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains qui ont pris conscience de ça. Alors soit pour des raisons politiques, clairement, c'est la spécialisation du Kenya, et donc économique aussi. Et d'autres qui voient vraiment un moyen de faire avancer leur société et qui permettent le sport. Les pays du Maghreb, par exemple, le font. Il y a beaucoup de pays qui ont cette pratique-là. Le Libéria est sûrement en train de changer aussi avec un sportif. Vous avez tendance à dire que plus sur les pays anglo-saxons, ils ont plus cette culture-là. Alors, les anglo-saxons, oui, mais parce que le sport est directement venu avec la colonisation et finalement il est resté. L'une des choses positives apportées par la colonisation, c'est aussi ça. Après, il y a d'autres choses négatives, mais c'est pas le débat. La question ici, c'est de voir ce que finalement les sociétés locales sont capables de faire du sport. Et aujourd'hui, il n'y a plus un seul pays où, peut-être le Soudan et encore, parce que la guerre est là, il n'y a plus un seul pays où les femmes sont interdites de pratiquer le sport. Et ça, c'est la meilleure nouvelle pour le continent. Mais Mélissa, quel type de femmes? Les femmes, toutes les femmes dans les pays où on a encore, c'est réservé, c'est une lutte des classes et c'est encore réservé à une certaine élite. C'est-à-dire qu'il est plus facile pour une jeune fille qui a déjà voyagé, qui a des parents qui sont un peu plus ouverts sur le monde, qui ont partagé au niveau intellectuel et culturel avec d'autres. Il est plus acceptable pour ces parents-là peut-être de laisser leur fille faire du sport parce qu'ils l'ont vu ailleurs. C'est encore réservé à une élite ou c'est vraiment possible pour toutes? Aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est possible pour toutes, mais je pense pas que c'est la réalité. Parce qu'on a des endroits au fin fond d'un village ou au fin fond, et quand on dit au fin fond, c'est-à-dire que dans chaque pays africain, c'est super grand. Donc ça peut diviser en deux. Il y a des fins fonds dans tous les pays, et donc c'est impossible de dire que c'est accessible à tous, parce que comme on dit, la culture, elle est là. Alors justement, parlons-en justement de la culture, de la tradition, de la religion. Est-ce que c'est, à votre sens, la plus grosse difficulté quand on est une jeune fille, c'est de combattre ses préjugés, de dire par rapport à la religion, une fille ne doit pas faire ci, quand on est une jeune femme, tu dois te concentrer, trouver un mari, c'est un peu du cliché, mais est-ce que c'est ça la réalité encore? Alors, elle y est. On peut pas, je pense que l'Africain, on ne lui enverra jamais ce côté-là. Et je pense que dire que c'est une entraîne, je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en tant qu'Africaine, nous, la culture, c'est important. D'où on vient, ce qui a été fait avant, c'est une question c'est notre éducation. C'est une chose on ne pourra pas enlever un parent d'éduquer son enfant d'une telle façon parce qu'il pense que c'est la ligne directive. Et en même temps, il le fait avec amour parce qu'il pense que c'est bon, exactement. Et en fait, en ayant vécu ici, en Europe, avec la mentalité européenne, on se rend compte qu'effectivement, si on doit comparer, on se dit que rester dans la culture, dans la religion, parfois ça nous empêche
entre guillemets, parfois de se connaître, d'aller chercher le dépassement de soi, d'aller chercher certaines choses qui ne sont pas forcément focalisées sur un épanouissement personnel, qui n'est pas forcément focalisé sur le mariage, sur une réussite, j'ai envie de dire, familiale. Et il y a l'individu qui compte et en fait un mélange des deux, je pense que c'est, mais en tout cas enlever l'un ou l'autre, je pense que ça serait donc vous estimez que c'est potentiellement possible? Il faut peut-être un peu plus d'écoute des deux parties. Exactement. Parce que c'est une mentalité, il faut savoir que l'Africain, il a sa mentalité. Et ça, on ne pourra jamais, comme j'ai dit, l'enlever. Et donc, mais l'Africain aussi a du mal à s'adapter parfois. Il pense que c'est peut-être parfois une manière de faire et que c'est la meilleure. Et en fait, quand on arrive à trouver l'équilibre... Il a le sentiment de se dénaturer un petit peu? Pas toujours, mais la peur. Je pense que la peur, parce que quand vous avez grandi, quand vos parents ils ont été éduqués, certaines choses ont été inculquées. Donc ça veut dire que les faire sortir de ce qu'ils connaissent, de leur zone de confort, ça devient quelque chose de plus difficile. Mais je pense que l'équilibre des deux, c'est... Là, il y a une idée. À votre avis, le plus difficile à convaincre des deux parents, c'est le père ou la mère quand on est une jeune fille? Quand on est une jeune fille, je pense que c'est plutôt le papa. Le papa, chez nous, c'est celui qui est très calme. Le papa africain, il est calme, il ne parle pas. Mais attention, quand... c'est ça, si tu l'entends, c'est qu'il y a un problème. Le papa, il est très calme. C'est plutôt la maman qui est en charge de l'éducation, qui est en charge de la maison, de tout le monde, et même du papa. Donc le père, il a un rôle plutôt vraiment réservé de celui qui va avoir de la sagesse, c'est celui qui va avoir de l'écoute, c'est celui qui ne parle pas, mais qui regarde beaucoup, qui observe. Ce modèle familial qui existe depuis des années et qui a fait ses preuves, nous on l'a plus en fait, presque en Europe du coup. Et on pourrait presque se dire que le sport pour les jeunes filles de nos jours, en Europe, c'est un échappatoire. Alors, je ne suis pas sociologue, hein, mais... Ah bon on ne m'avait pas dit ça. Hein, non, mais c'est vrai que si la famille reste un lieu de socialisation, il y en a d'autres à côté qu'on ne va pas forcément trouver de manière aussi omniprésente en Afrique. Je pense notamment à l'État, je pense à l'école, je pense au club. Ce manque finalement d'infrastructures autour de structures de socialisation ne permet pas justement l'ouverture vers l'extérieur. Après, ce qui est intéressant, c'est que l'Afrique est un continent qui est ouvert maintenant sur la mondialisation, même si dans certains territoires plus reculés, c'est moins le cas. Alors, les images viennent. Tout à l'heure, on parlait de Abidjan, Yaoundé, des grandes villes, Kinshasa, et des endroits du fin fond. Mais il s'avère que dans nos pays, c'est la même chose. Paris n'est pas la France, Londres n'est pas l'Angleterre. Donc on peut faire des parallèles. Voilà, on a des représentations qui sont parfois un peu faussées parce qu'on peut rester des métropolitains habitant dans des capitales. Donc on regarde le monde avec un certain prisme. Mais en dehors de ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de politiques nationales dans les pays africains. Là, il y a un rapport de l'UNESCO qui est sorti il y a 2 jours, justement sur la question qui revient sur ce que le foot peut apporter au développement des femmes, notamment en Afrique. L'Iris l'a co-rédigé. Et ce qu'on voit, c'est que le sport, et notamment le football, peuvent être des moyens finalement de travailler les questions du genre, les questions de l'égalité entre les sexes, les questions des discriminations et de la place de la femme dans les sociétés. Et ça, notamment en Afrique, on ne l'avait pas. C'est tout l'intérêt justement de la pratique sportive. Et c'est peut-être par le sport qu'on va changer une partie de la société africaine, qu'on va leur permettre de prendre leur plein essor et leur développement. Est-ce qu'il n'y a pas une peur aussi, Mélissa, au travers du sport et donc de la conscience de son physique, de sa personne, de son genre, comme disait Jean-Baptiste, de la conscience du soin qu'on doit apporter à son corps? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur de la tradition et des familles de se dire mais ma fille va découvrir autre chose que ce qu'on lui inculque, notamment par rapport à des épidémies, par rapport au VIH, donc VIH lié à la sexualité. Est-ce que pour certains qui, soit par manque de savoir, de culture ou par des intérêts, se disent oh là là, on s'approche de choses qu'on veut totalement éviter, bien évidemment, on ne veut pour personne d'être malade, mais est-ce que c'est pas aussi franchir un pas trop rapide vers quelque chose et une identité de femme et qui pourrait éventuellement effrayer certaines familles traditionnelles? Les familles traditionnelles, par rapport à, si on parle d'hygiène, entre guillemets, c'est plus religieux. Alors, selon chaque religion, il y a une certaine manière de prendre soin de son corps, de s'exposer. Enfin, il n'y a pas 50 façons de prendre soin de son corps. Il n'y en a pas 50, mais l'hygiène, ça reste encore un sujet. Tabou. Chez nous, on n'en parle pas ouvertement comme ça. En Afrique, on ne verra pas une maman s'asseoir avec son enfant pour lui parler de ces choses-là. Alors qu'on voit plus ça en Europe. Mais le sport, justement, est un très bon moyen, moi, je pense, entre guillemets, le sport va t'éduquer.
parce que tu es obligé tu vas t'entraîner, tu vas transpirer, il faut prendre une douche, il faut te laver. Ça va t'emmener dans une discipline qui est très, 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 très élevée, que tu n'as pas l'habitude de voir, que tu n'aurais peut-être pas eu l'éducation à la maison. Et en fait, je pense que c'est un choc au début, parce que ça peut être un choc culturel, ça peut être un choc religieux, mais moi je pense que c'est ça, c'est plus religieux par rapport à chaque pays. Mais en même temps... En fait, c'est la façon dont on appréhende et dont on aborde le sujet. Voilà, parce qu'après, on va penser à ça. Parce que si on en parle, on dira prendre une douche collective. Il y a des femmes, elles n'osent pas faire ça. Elles vont peut-être attendre que tout le monde se douche. Et ça, c'est plus... c'est religieux, c'est l'éducation, c'est chacun... Et l'éducation et la religion sont souvent liées ? Souvent liées. Donc, bon, vous l'avez compris, le sport peut être aussi considéré comme un apprentissage et surtout un moyen de découvrir d'autres choses, entre autres, et puis aussi beaucoup d'autres choses dont on va parler dans la deuxième partie. Sport Palabre, deuxième partie, toujours accompagné de Mélissa Diawagana et de Jean-Baptiste Guégan. Sport allié incontournable de la femme africaine. On a vu que c'était pas si simple que ça, mais qu'il y avait des possibilités, il y avait des solutions et surtout il semblait y avoir un mouvement qui était en train de porter un petit peu toutes ces jeunes filles, ces femmes, toutes ces futures championnes potentiellement. On va parler dans la deuxième partie, on va faire un petit comparatif avec ce qui a existé dans d'autres sociétés il y a quelques années. Je voudrais juste revenir sur la fin de la première partie, Mélissa. On parlait de cette façon d'appréhender pour les jeunes filles le sport et qui les amenait à découvrir autre chose que ce qu'on pouvait leur apprendre de façon traditionnelle, religieuse ou éducative, qui était assez précise. Est-ce que... au-delà de ça, le sport, quand on est une jeune femme, est-ce qu'il n'y a pas, de la part des familles, peur que la jeune fille prenne une confiance au travers de ses victoires, au travers de ses combats, au travers de ses engagements? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le sentiment de se dire, oui, mais là, elle commence à gagner, c'est la capitaine de son équipe, elle commence à avoir une certaine assurance, c'est pas comme ça que je l'ai éduquée, elle répond. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut envisager et qui peuvent être redoutées par certains, à votre avis? Quand on est meneuse de jeu d'une équipe de basket et qu'on dirige tout le monde, comment ça se passe? Alors, c'est vraiment deux mondes différents. Parce que... Et que par définition, on a une forte personnalité. On a une forte personnalité. Mais alors à ce moment-là, quand vous commencez tout jeune, et on parle vraiment, quand on parle en Afrique, on n'a pas, les parents, la famille n'a pas encore conscience de tout ça. Parce qu'on ne va pas forcément suivre, il faut imaginer, dans une famille africaine, vous avez peut-être 4-5 enfants, voire plus. Donc ce n'est pas un enfant qui va faire quelque chose, on va suivre directement. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut un certain temps et une fois qu'on commence à parler de victoire, de réussite, tout va dépendre maintenant de famille, parce que je pense encore une fois c'est une question de famille. Moi par exemple, j'ai pas eu ce cocon familial là, j'étais beaucoup livré à moi-même, mais j'ai aussi des amis où la famille est vraiment impliquée, où la famille va encourager. Donc je pense que c'est vraiment, c'est plus vraiment culturel, ça devient, tout dépend de la famille d'où tu viens, tout dépend de ton entourage même. De ton entourage exactement. Mais en tout cas, c'est pas tout jeune que ça commence. Ça va commencer, c'est plus vous allez grandir, plus vous allez avoir de la réussite. Plus on va parler de vous, parce qu'avant ça, je vous dis, la famille africaine ne va pas allumer la télé pour regarder son enfant jouer. Ce n'est pas ces choses-là qui vont passer par la tête. Ils ont beaucoup d'autres choses à faire et d'autres enfants à d'autres priorités. Donc c'est vraiment quand ça va commencer vraiment à prendre une certaine ampleur, qu'on va en entendre parler, le voisinage, c'est là que les parents, en tout cas la famille, prennent conscience de certaines choses. Mais encore à ce moment-là, ça va doucement. Le quand dira-t-on et ce que peuvent penser les autres est très important. C'est l'image que l'on projette. Je pense que l'image elle est importante pour tout le monde. Je pense qu'une famille africaine, une famille, c'est important, mais et comparé à par exemple à moi en tant que meneuse diriger une équipe, ça devient un métier, ça devient un travail. Ça s'apprend et ça s'apprend. Il y a des codes et je pense que c'est ça. Tout dépend d'où on vient, tout dépend de sa famille. Jean-Baptiste, clairement, une femme qui pratique du sport, c'est un acte politique? Oui.
Ce qui vaut en Europe vaut en Afrique. Ouais. Et c'est intéressant parce que ce qui se fait en Afrique a aussi une portée en Europe. C'est-à-dire qu'une femme africaine qui gagne, ça inspire certes des Africaines, mais ça inspire aussi des femmes européennes. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a presque une mise en avant de toutes les sportives au sens large, en dehors de leurs origines, qui est intéressante. Et de toute façon, ça fait avancer le combat des femmes. Quelle que soit l'origine, une femme reste Quelle que soit l'origine, la femme. il y en a trop peu encore dans les médias, il y en a trop peu encore qui sont mises en avant, alors que les performances sont là. Moi, je suis ravi de voir, par exemple, en France, la Ligue de basket, parce que justement vous pratiquez le basket, féminine qui est mise en avant avec des investissements de Tony Parker. Vous avez de plus en plus de femmes qui jouent, de voir des femmes footballeuses qui finalement en un tout petit peu plus de 40 ans ont un niveau de notoriété qui fait qu'elles sont reçues à déjeuner par le président de la République. Il y a un acte politique. Mais là, c'est de l'instrumentalisation. Le plus. Mais ça sert les deux. Et c'est ça qui est intéressant. Ils sont d'accord tous les deux. Et ça sert tout le monde. Et chacun est lucide sur l'option que prend l'autre. C'est ça qui est intéressant. C'est que de toute façon, plus il y aura de femmes qui seront mises en avant, notamment au travers de la pratique sportive, plus l'égalité progressera et elle sera à terme réelle. J'allais faire un parallèle, vous vous souvenez, d'ailleurs on a fait cette émission ensemble avec Jean-Marc Mormec, qui nous parlait d'instrumentalisation de l'ancien champion par rapport à la politique, et donc il n'y a pas que les femmes, hein, c'est le champion en tant que tel qu'on essaie de parfois d'instrumentaliser, notamment au niveau de la politique. Vous avez déjà senti, vous Mélissa, des gens qui venaient vous voir, pas uniquement parce que vous êtes une superbe championne de basket, mais parce que vous pouviez être utile à un discours, à quelque chose pour eux, vous l'avez senti. Alors, il y en a qui doivent être plus subtils que d'autres, il y en a qui ne le sont pas du tout, qui ont vraiment des intérêts qui sont loin des vôtres et qui sont surtout les leurs. Vous le sentez ça, vous faites attention à ce genre de choses? Oui, on fait attention surtout quand on est dans un monde professionnel, parce qu'il n'y a rien qui se fait au hasard. Vous allez voir dans une équipe, surtout pendant un temps d'élection, on va voir passer, ils sont tous là, ils vont passer, parce que les gens ils ont besoin, le sport en fait c'est très important parce que ils s'en servent tous, chacun se sert pour entre guillemets son bien, son propre progrès. Donc oui on le voit, surtout dans le milieu professionnel on le voit souvent et ça après c'est pas forcément une appréhension parce que je pense que ça fait partie du jeu, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, mais on le voit, ça c'est pas forcément malsain. Non, mais à partir du moment où tout le monde est au courant, oui, effectivement, c'est quand on le fait au détriment de... Et parfois on s'en rend pas compte, mais en tout cas, oui, c'est souvent. Je vais vous citer une phrase qui a été écrite, qui a été écrite, ou du moins qui a été dite fin du 19e siècle, en 1896. Le baron Pierre de Coubertin, donc, qui a relancé les Jeux Olympiques à cette époque-là, qui a dit notamment que le plus important n'était pas de gagner, mais de participer, ou quelque chose dans ce genre. Il manque un bout de la phrase. Hein. Ce cher baron a dit « Le rôle de la femme reste ce qu'il a toujours été. Elle est avant tout la compagne de l'homme, la future mère de famille, et doit être élevée en vue de cet avenir immuable. L'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle va avec l'applaudissement féminin pour récompense. » Donc, c'était il y a plus de 100 ans. Est-ce qu'on peut clairement faire un parallèle entre ce que peut vivre potentiellement la société féminine africaine avec ce qu'a vécu la femme fin 19e, début 20e siècle en Europe, Jean-Baptiste? Alors, cette même lutte d'émancipation. L'Afrique n'est pas l'Europe du 19e siècle. On est d'accord. Il y a une voie africaine. Après, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, une majeure partie de l'Afrique est confrontée à un certain type de conservatisme et de traditionnalisme. Maintenant, on n'est pas forcément meilleur. Hein. Il suffit de voir. Alors justement, voilà. Je pense à Finkielkraut, par exemple, qui s'est exprimé là hier sur CNews en expliquant que pour lui, une footballeuse, ça devait être quelqu'un qui devait rester à la maison. C'est un monsieur d'un certain âge. Mais c'est justement ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi la nouvelle génération, et c'est pas du tout la même. C'est celle qui prendra le pouvoir et elle a déjà commencé à le prendre. Et ce renouvellement des élites et des populations, le continent africain va doubler. Hein. En termes de population, c'est le continent qui va être le plus jeune. Ça changera tout. Quand je cite cette phrase, Mélissa, je le fais exprès pour essayer de sortir de cet isolement, cette
cette femme africaine, comme s'il y avait que... Non, c'est la femme tout court en fait. C'est un combat que vous menez non pas en tant que femme africaine, mais en tant que femme. C'est ça véritablement? Alors, moi j'ai beaucoup de mal et vraiment j'aimerais bien m'exprimer sur ça. Quand on parle d'égalité, alors moi j'aime l'égalité si on parle de sport ou on parle en termes de travail, qu'une femme fasse le même sport le même travail qu'un homme, il doit avoir un salaire égal. Maintenant, quand on pousse un peu trop loin, on va dans le féminisme, c'est-à-dire qu'on cherche l'égalité totale entre l'homme et la femme. Moi, je trouve ça dommage et triste, parce qu'en tant que femme, nous avons beaucoup de valeurs. Et nous ne sommes pas obligés d'aller chercher une égalité face à l'homme, parce que l'homme reste ce qu'il est, et la femme, elle doit rester ce qu'elle est. Et dans cette situation, elle n'est pas mauvaise ni bonne, mais elle a des parties justes, comme elle a des parties où on pourrait ne pas être d'accord. Qu'est-ce que vous considérez de juste? Quand il dit au début qu'elle a... Elle doit être la future mère de famille, la compagne de l'homme, et doit être élevée en vue de cet avenir immuable. Alors, je prendrais juste ce qu'il dit. Mère de famille, compagne de l'homme. Et ça, c'est très beau. Je vois pas, aujourd'hui, on cherche une égalité, mais là, quand il le dit, ça veut dire qu'il y a un petit côté soumission aussi. C'est pas une question. Mais alors, ça dépend des mots qu'on voudrait y mettre. Mais moi, je trouve que c'est vachement beau. Aujourd'hui, on perd tout ça. On perd la femme, on veut donner l'image de la femme super forte, on veut donner l'image. Moi, je trouve qu'on n'a pas besoin d'aller là, parce que la femme, elle va toujours rester ce qu'elle est. Et une mère de famille, c'est aussi très beau. Une mère de famille ou une basketteuse ou une footballeuse, j'ai envie de dire... Elle peut être également mère de famille. Elle peut être aussi mère de famille. Et ça, j'ai envie de dire qu'il y a certaines valeurs qu'on ne devrait pas mettre de côté, parce qu'on cherche forcément une égalité. La femme, elle doit rester... C'est la maman. Une maman, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde. Une maman, c'est par elle qu'on passe à la maison. C'est maman et il manque si. Mais alors, je ne cherche pas à défendre la femme contre vous qui voulez inverser les rôles quand même, hein, n'exagérons pas. Je comprends ce que vous êtes en train de dire, Mélissa. Et effectivement, il y a peut-être en ce moment un mouvement général mondial au travers de tout un tas d'histoires. Le harcèlement sexuel, MeToo, il y a l'affaire Neymar il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, bientôt, on en parlera sur Stade Afrique. Je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais ne mélangeons pas tout. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames et beaucoup de choses qui sont dites, et selon comment elles sont dites et par qui elles sont dites, elles peuvent avoir des sens assez différents. Mais vous êtes d'accord pour dire quand même que par rapport à une certaine majorité d'hommes qui préfèrent avoir la main mise sur les femmes et les laisser, et qui s'en servent sans trop leur demander leur avis, et alors qu'elles pourraient, c'est ce qu'on disait en première partie, il suffit un peu d'écoute, et des fois malheureusement, restons sur l'écoute, et des fois malheureusement, peut-être que des femmes ne sont pas assez écoutées, et elle est là peut-être la différence. Mais clairement pas, la femme, elle a du mal encore de la société aujourd'hui à s'affirmer, elle a encore du mal à... On est très loin derrière, à imposer ses idées, on est encore loin derrière la femme, enfin loin derrière, non, il y a une progression c'est sûr, mais on en est encore très loin de la femme qui arrive à... Et peut-être que c'est à ce moment-là que certaines femmes ont envie d'être juste, il faut le faire, être mère de famille, d'autres qui veulent être des championnes. C'est ça, et c'est compréhensible. Le mouvement qui se passe aujourd'hui, je pense qu'elle est vraiment compréhensible. On pense qu'on arrive à un moment donné où les femmes, elles en ont un peu marre d'être toujours à l'arrière, de toujours être considérées comme inférieures, comme inaptes. Et ça, je pense que c'est toujours, à un moment donné, un trop-plein, ça fait tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas uniquement lié à la femme africaine, c'est la femme dans sa globalité. C'est la femme dans sa globalité. Jean-Baptiste, ça donne quoi dans le monde un peu, la position de la femme ? Elle reste compliquée dans quantité de pays. Après, on a une affirmation du droit des femmes. Maintenant, même dans des bastions qu'on pouvait penser être progressistes, je pense par exemple aux États-Unis ou même chez nous. Aux États-Unis, est-ce qu'on voit dans certains États... C'est justement ce sur quoi j'allais aller. Ouais. Quand on voit les législations qui passent en Alabama ou dans certains États très conservateurs, on se rend compte que... Des législations qui ne sont votées que par des hommes. Et ça, souvent que par des hommes qui n'ont jamais été concernés par ce type de problématique. On se rend compte que le droit des femmes, c'est Simone de Beauvoir qui le disait très bien. À chaque fois que vous avez une guerre ou une situation économique catastrophique, vous pouvez faire confiance à certaines personnes pour renier le droit des femmes. Et ben, on est tout à fait là-dedans. Et malheureusement, le droit des femmes est un combat permanent parce que justement, on se rend compte que les sociétés, quand les femmes prennent le pouvoir et l'exercent, sont plus justes, plus modérées, moins enclines à certains arrangements. Et finalement, même si les femmes peuvent avoir aussi des défauts évidents, on a une vraie progression dans la sociabilité, dans la manière de vivre. On le voit par exemple dans les entreprises. Moi, je suis enseignant. Pour être dans un environnement qui est majoritairement féminin, les rapports sont complètement différents. Vous voulez dire qu'elles sont meilleures profs que vous ?
Évidemment, hein, elles sont toutes de toute façon meilleures que moi. C'est des mamans. Mais en dehors de ça, et ma mère d'ailleurs était prof, donc ma mère était juste exceptionnelle. Plus que ça, on a des écosystèmes qui fonctionnent autrement. Les valeurs féminines s'imposent, mais en dehors des stéréotypes, il y a une capacité d'écoute qui est différente. Et c'est justement ça qui est important. C'est pas pour rien qu'on corrèle systématiquement le niveau de développement des sociétés à la place des femmes et à la liberté qu'elles ont avec leur corps. Et le sport, on est un révélateur. Quand je vous écoute, l'écoute, la transmission, on parle de valeurs de sport aussi. C'est ça, c'est-à-dire que le sport finalement c'est juste le miroir le plus simple à comprendre pour tout le monde. Quand on regarde le sport, on a une vision de la société accessible à tous. Et on voit par exemple comment étaient traitées il y a encore quelques années les petites filles dans les écoles de foot. Toi tu vas pouvoir jouer avec les garçons jusqu'à 11-12 ans et puis après tu vas arrêter. Aujourd'hui, on a des jeunes filles qui expliquent qu'elles veulent devenir joueuses professionnelles. Il y avait un article dans Elle, d'ailleurs, sur la question « Que faire quand vous êtes un parent et que votre fille vous demande de devenir joueuse professionnelle ?» Encouragez-la. Oui. Et votre trajectoire, votre parcours, il est aussi intéressant pour ça. Parce que justement, vous incarnez ça. Et plus on aura de filles qui pourront occuper finalement les mêmes rôles que les garçons à leur manière, plus on y gagnera. Justement, par rapport à ce que dit Jean-Baptiste, Mélissa, et par rapport à votre parcours, est-ce que vous considérez que votre carrière de sportif professionnel, c'est une étape dans votre cheminement de femme? C'est-à-dire, est-ce que c'est une étape importante? Est-ce que ce parcours professionnel qui vous mène à jouer en tant que professionnel, vivre de votre sport, jouer dans des grands clubs, est-ce que vous l'appréhendez d'une manière en vous disant soit bonne, soit la plus rigoureuse possible, donne le maximum en sportif, derrière, ça t'ouvrira des portes qui te permettront d'aller encore plus loin dans ton combat de femme? Est-ce qu'on pense déjà à ça ou est-ce qu'inconsciemment c'est déjà présent? Je pense que c'est inconsciemment. Et surtout, je pense que lorsqu'on a... carrière de sportif, on le sait, on ne fait pas toute sa vie en tant que tel, à moins de... C'est ça, c'est très court et je pense que l'objectif, entre guillemets, va vous imposer une certaine discipline. Plus vous avez des objectifs, plus certaines choses vont venir d'elles-mêmes. Et en fait, si on fait un parallèle, ma vie de sportif aujourd'hui m'a beaucoup appris et elle m'a préparé pour ma vie de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que sportif professionnel, je suis livré à vivre chez moi. Quand je vais au travail, j'ai un appartement de fonction, donc je suis chez moi et il n'y a personne qui viendra me faire à manger. Donc je dois me prendre en main, il n'y aura personne qui va me réveiller. Je dois me réveiller pour aller à l'entraînement, je dois revenir, je dois faire mon programme. Je connais mon emploi du temps, je connais mes heures d'entraînement, je sais à quelle heure. Donc je suis livré à moi-même. Et c'est ce qui va se passer lorsque vous êtes chez vos parents. Vous allez être livré à vous-même. À un moment donné, il faudra partir. Donc il y a certaines choses qu'on apprendra peut-être moins quand on est avec la famille, parce que maman va s'occuper de ça, papa va s'occuper, la famille est là. Et à un moment donné, il faut se réveiller, il faut aller vivre seul. Et là, on apprend la vie à un certain âge. Alors que là, en faisant du sport, et déjà très tôt, vous allez apprendre à vous responsabiliser, entre guillemets. Et le sport apporte ce côté-là, de responsabilité, de prise en main. Et en fait, ce sont des choses qui vont vous aider pour votre vie. Ça va vous aider pour toute votre vie. Que vous apprenez là actuellement, vous allez pouvoir l'appliquer plus tard dans d'autres combats. La discipline, le dépassement de soi. Aujourd'hui, si j'ai un pépin, je sais comment gérer certaines choses. Demain, je vais avoir des difficultés. En fait, tout est parallèle. C'est-à-dire que tout ce que je vis là, moi, je dis toujours, même à des jeunes qui viennent me voir en disant qu'est-ce que je peux faire pour devenir professionnel, je leur dis, mais professionnel, c'est un grand mot, ça ne veut rien dire. C'est un état d'esprit, parce que tout ce que tu vas apprendre là sur le terrain, le respect de l'adversaire, le respect des gens autour de toi, la communication, certaines choses, ça nous paraît banal. Mais moi, quand j'arrive à l'entraînement, je dois dire bonjour à tout le monde. Je dois dire bonjour à tout le monde et je dis au revoir à tout le monde. Mais dans la vie de tous les jours, parfois on oublie. On va rentrer quelque part à la maison, on oublie de dire bonjour à ses frères et sœurs, on oublie. Et le sport va vous apprendre ces choses-là. C'est une discipline, c'est-à-dire que demain, tout ce que tu apprends là, il faudra l'appliquer dans ta vie de demain avec n'importe qui. Les personnes que tu vas croiser, il faut avoir de la politesse envers les gens, il faut respecter les gens, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas. Vous avez commencé votre carrière professionnelle à quel âge? J'avais quand vous avez commencé à vraiment être sérieux, vous saviez que vous alliez en faire votre carrière? Alors moi c'est différent parce que moi quand j'ai commencé le basket j'avais 10 ans et c'était avec mon coach, elle m'avait amené un peu partout, c'était l'époque National 2 mais c'était la 3e meilleure division et elle m'a emmené un peu partout dans les matchs espoirs jusqu'à ce que je tombe on est parti voir un match de l'USV Valenciennes à l'époque et c'était un match d'Euroleague et là j'ai dit à ma coach, j'avais 12 ans, je lui ai dit moi je vais jouer à ce niveau-là. Et en fait, une fois que j'avais dit ça, dans ma tête, il n'y avait pas d'autre option. Donc la Mélissa qui a 12 ans est celle qui
par la force des choses, un jour va finir sa carrière dans une petite dizaine d'années. Qu'est-ce qui va différencier cette Mélissa de 12 ans et celle qui sera dans 10 ans? Quelle est la chose que le sport vous a apporté qui est évident, que vous n'auriez pas eu au travers du sport? Ça m'a montré, vous savez, parfois on parle de choses, on n'est pas vraiment sûr. Moi, j'avais 12 ans, j'avais dit à ma coach, je vais jouer en Euroleague. J'en ai 26 aujourd'hui, je viens de signer un contrat en Euroleague. Ça veut dire, et de ce temps-là en 14 ans, j'ai mis un travail qui était incroyable. Et en fait, la vie, mon temps de carrière, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux arrêter. Ça y est, j'ai atteint mon objectif. C'était le mien, il était propre à moi. Et la vie m'a montré que quand on veut quelque chose, on peut y arriver. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ça. C'est ça, Jean-Baptiste, quand on veut, c'est vraiment le sport, et quand on veut, on peut. Moi, ce qui me fascine toujours quand je vois ou rencontre des athlètes ou des sportifs, c'est cette force, cette détermination, cette capacité à se dire... Mais on a du mal à s'en rendre compte, mais 14 ans de sacrifice... 14 ans pour ça, et qu'est-ce que ça fait quand on signe le contrat et qu'on se dit « je vais les jouer ces matchs ». Alors, attendez, là j'essaie de rester tranquille parce que je vous assure que j'y suis encore, parce que c'est frais. Ouais. Et je pense que étant frais, je ne réalise pas encore. Mais tout autour de moi, je vois comment les gens, ils sont contents. Mais intérieurement, vous savez, c'est une réelle satisfaction parce que vous y avez mis du temps. Vous pensez à tous ces moments où vous étiez en bas, vous pensez à tous ces moments où vous n'y croyez plus, vous pensez à tous ces moments où, en fait, on a plus l'impression que c'est une satisfaction ou c'est une réussite, mais alors que vous allez plutôt voir tous ces moments où vous étiez en bas, tous ces moments où vous pleurez, tous ces moments et alors, quand vous pensez à ça, vous vous dites ça en valait la peine, en fait. Parce que là... Bon, Mélissa, malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Comme à chaque fois, c'est toujours trop court. Je suis une jeune fille de 10 ans, je vous demande beaucoup d'imagination. Je suis une jeune fille de 10 ans, je vis en Afrique, je viens vous voir et je veux atteindre mon rêve, je veux être sportif professionnel, je fais quoi? Je te dis, va chez toi et regarde autour de toi, observe ce qu'il y a et lance-toi. Je te dirais pas de partir. Je te dirais pas de rêver, mais je te dirais juste de croire en ce qui est au fond de toi. Ce que tu viens de me demander, je vais te demander d'y croire. Et d'aller chez toi et de regarder autour de toi. Bon, Jean-Baptiste, rien à rajouter. Bon, ben voilà, moi non plus, j'ai rien à rajouter. Mélissa, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Jean-Baptiste, merci. J'ai rien dit. C'est un vrai plaisir aussi. Nous, on se retrouve très très vite pour un nouveau Palabre, je pense la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour tous les replays de Palabre et de toutes les autres émissions de la chaîne. Et je vous dis à très très bientôt. Salut.